Valentin, le temps que tu prennes ton micro, tu es l'un des cofondateurs de Keléo. Vous accompagnez donc My Green Training Box dans la refonte de leur plateforme. Juste avant de démarrer, Keléo en deux mots. Bonjour à tous d'abord. Ça fonctionne. Très bien. Donc Keléo, c'est une agence de développement logiciel, donc d'applications web et mobiles, des applications métiers, des applications grand public. Donc on est toulousain, on existe depuis 2016, on est aujourd'hui 25 personnes. Voilà, et on a commencé à s'intéresser au numérique responsable il y a pas mal d'années déjà, un petit peu de loin, avec un bâton, voir si ça mordait d'abord, et on s'est lancé plus sérieusement, on va dire, il y a à peu près un an ou deux, avec voilà, My Green Training Box, c'est la première vraie grosse expérience qu'on a sur mais avec voilà, une vraie spécialisation, en tout cas, affirmée autour de l'éco-conception. Émilie, de ton côté, tu es designer produit chez Keléo, et avec toi, on va peut-être se reposer la question de c'est quoi le numérique responsable ? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, on en a déjà un peu parlé l'an dernier, mais voilà, quelques définitions avant d'écouter un intervenant en vidéo. Oui, déjà, bonjour à tous aussi. Le numérique responsable, et je peux plus parler aussi du numérique responsable, ce que c'est chez Keléo pour nous. Le numérique responsable, donc, comme Valentin l'a dit, ça c'est présent dès les débuts, avec un intérêt déjà pour l'éco-conception, le Green IT. On a eu aussi pas mal d'échanges en interne. Est arrivé aussi la RSE. Et le label... responsabilité sociale des entreprises, au cas où quelqu'un n'était pas familier avec cet acronyme. Il en reste peut-être ? Oui, il y en a plein qui arrivent. Et aussi le label numérique responsable qu'on a obtenu cette année, donc le label numérique responsable de niveau 2. Donc pour nous, le label, le NR, donc le numérique responsable, c'est un engagement, ça nous donne une direction. Et on va pouvoir agir à différents niveaux. Le numérique responsable, ça nous permet d'agir à la fois au niveau de notre organisation, Keléo. Ça peut concerner par exemple l'achat et la gestion de notre matériel informatique, c'est un exemple parmi d'autres. Et ça peut également concerner les projets sur lesquels on va intervenir. Donc là, on va avoir un impact plutôt au niveau de tous les projets sur lesquels on intervient grâce à notre cœur de métier qui est la conception et le développement de services numériques. Et c'est un sujet qui concerne non seulement la question directement environnementale, on le rappelle, hein, je crois que dans l'usage du numérique, ce qui est prépondérant, c'est le hardware, hein, le matériel, la production de matériel, plus que l'usage en tant que tel, qu'en effet. Et donc les enjeux autour du renouvellement de matériel sont cruciaux, ou justement de limiter ce renouvellement de matériel, mais c'est aussi une question d'accessibilité de ces contenus numériques que vous produisez. Et là aussi, c'est un sujet sur lequel vous êtes particulièrement attentif. Oui, l'accessibilité fait aussi partie de l'éco-conception et du numérique responsable. Et par accessibilité, ça peut être autant de l'accessibilité pour les produits qu'on va concevoir pour accessibilité sur, par exemple, des problèmes cognitifs ou autres, mais aussi accessibilité si je me retrouve, par exemple, dans un endroit où j'ai pas de réseau. C'est aussi de l'accessibilité numérique. Et puis, il y a j'imagine, Valentin, aussi des enjeux de versionning, de version, de compatibilité avec des navigateurs et autres, pour éviter l'obsolescence programmée. Oui, tout à fait. C'est, je pense, un des principaux leviers, effectivement. On a effectivement ces optimisations, mais finalement, le principal impact, il va être au niveau du matériel. Donc, ne pas pousser au renouvellement du matériel et donc être compatible avec des anciens terminaux, des anciens navigateurs. Voilà, ça en fait partie, c'est même quelque chose d'assez fort. Et les deux sujets sont liés, hein, environnement et accessibilité. Les deux sujets se recoupent parce qu'on peut imaginer que certaines populations n'ont pas la capacité aussi de renouveler trop régulièrement leur matériel. Et donc, voilà, les deux sujets se recoupent. Merci beaucoup à Denis Didier. Voilà, ça va être le cœur des échanges. On va continuer de discuter de numérique responsable au sens large sur le plan environnemental, mais aussi social et économique. On revient sur la question environnementale. Avec toi, Émilie, Denis Didier a parlé de l'Institut numérique responsable, l'INR, qui propose différents outils, supports pour s'orienter vers un numérique plus responsable. Mais comment se repérer, justement ? Quels sont les différents référentiels qui existent pour penser une organisation ou un logiciel de manière compatible avec le numérique responsable ? Alors, il y a différents outils, différents référentiels. L'INR porte le référentiel du label NR. Donc là, c'est un référentiel qui va être utilisé justement dans toute la démarche qu'on peut entamer pour obtenir le label NR. Donc ça, c'est plutôt à l'échelle de l'organisation. Et ensuite, on va avoir d'autres référentiels qui vont nous donner
des critères et des bonnes pratiques qu'on peut mettre en pratique sur les projets. Des logiciels, quoi, des Voilà. produits. Donc, Oui, des produits logiciels. un label NR, ça c'est pour les organisations, Mhm. proposé notamment avec un référentiel proposé par l'Institut numérique responsable, INR, et Denis Didier est très impliqué dans cet institut, j'imagine. Et puis donc plusieurs référentiels à l'échelle d'un logiciel produit. Donc quelques exemples du coup de référentiels. Oui, quelques exemples. Un référentiel qui est aussi porté par l'INR, c'est le GR491. Donc le guide. Voilà. On sent qu'on est dans le Geekland. C'est le guide de référence de conception responsable de services numériques de mémoire. C'est ça, c'est bon, c'est ce que j'ai sur mes fiches. Ouf. Et pourquoi 491 ? Et 491 parce que donc au début de la sortie de ce guide, il y avait 491 bonnes pratiques, donc ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, ce guide évolue sans cesse et il y en a 516. 516, ça veut dire qu'il y a 500 leviers d'amélioration de l'empreinte environnementale d'un logiciel dans son usage, tout du moins. Oui. Mais je crois que c'est pas le seul référentiel. Pas le seul. Ouais. On continue avec les acronymes. Les il y a acronymes, le RGESN. Donc le RGESN, c'est le référentiel général d'éco-conception de services numériques qui, lui, est porté par la DINUM. Donc la direction du numérique qui est un service interministériel de l'État, une direction interministérielle de l'État. Voilà. Donc lui, il est finalement, c'est un peu dans la lignée du GR491. Il va y avoir moins de critères, mais dans le principe, c'est la même chose. On se concentre sur les critères essentiels, je crois, c'est ça. Oui, dans l'idée. Et puis toi, en tant que designeuse, tu utilises aussi le guide du designer éthique dont tu m'avais parlé aussi. Oui, il y a j'en rajoute un qui est le RGAA, toujours aussi porté par la DINUM, qui lui est spécifique pour l'accessibilité. C'est le référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité. Et ensuite, effectivement, il y a d'autres guides qui vont nous permettre d'avoir des bonnes pratiques, comme le guide des designers éthiques pour le côté design. Il peut y avoir aussi les 115 bonnes pratiques d'éco-conception. Donc, il y a énormément de référentiels, de supports, de documentation à aller voir. Et il en existe d'autres. La liste ici, elle n'est pas exhaustive, mais ça donne une bonne vision, en tout cas, de ce qu'est le numérique responsable et l'éco-conception d'outils numériques. Et pour ne pas s'y perdre, autant s'adresser à des experts comme vous, Valentin. Est-ce que, dans le prolongement de ce que disait Denis Didier, tu pourrais nous rappeler les prérequis, selon toi, pour appliquer les principes du numérique responsable dans un projet ? Oui, effectivement, comme le disait Denis, la première chose à faire, c'est que le commanditaire du projet soit impliqué dedans, soit embarqué. Nous, on est une agence de développement, ça veut dire nos clients pour chaque projet doivent être embarqués là-dedans. C'est pas nous, techniquement, on va pouvoir faire quelques petites choses pour améliorer, pour optimiser. C'est pas ça le fond du problème. Donc il faut qu'on soit vraiment tous dedans. C'est ça. Et que le projet, a priori, soit compatible, on va dire, avec... c'est pas qu'une question technique, comme le disait Denis. C'est pas qu'une question technique. Et notamment, on va essayer de se rapprocher des objectifs de développement durable des Nations Unies. Où on se dit qu'il faut que notre projet apporte une avancée sur des questions soit sociales, soit environnementales. Voilà. Donc, en gros, on peut essayer de faire de l'éco-conception autant qu'on veut sur une application qui sert à optimiser la chasse des bébés phoques. Ça ne sera pas numérique responsable. Voilà. Oui, on voit bien, encore une fois, le fond et la forme comptent autant. Et comment le mettre en pratique, du coup, dans les projets ? On commence par tous ces questionnements d'ordre stratégique. Est-ce que mon projet est le bon ? On reviendra sur les 3 U. Je pense que c'est un sujet, une bonne grille de lecture à avoir en tête. Mais voilà, une fois qu'on s'est posé ces questions-là, il s'agit de rentrer dans le dur. C'est ça. Donc les questions à se poser en amont, ça va être forcément déjà des questions de type expérience utilisateur, pour qui mon produit, à quoi il sert, quel est son apport. Ça va être quelles données je manipule aussi, en lien avec le RGPD. Est-ce que j'enregistre beaucoup de données utilisateurs ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que c'est éthique à ce niveau-là ? Oui, puis ça pèse aussi des données. C'est ça. Est-ce que ce sont des données volumineuses ? Si oui, est-ce que c'est justifié ? Voilà, donc il y a déjà toutes ces questions-là à se poser vraiment en amont. Il y a aussi bien sûr des questions plus techniques. Voilà, quelle technologie je vais utiliser pour... On a des ordres de grandeur, désolé, on n'avait pas préparé la question, mais des ordres de grandeur entre une techno A et une techno B, en termes d'usage, c'est quoi ? C'est x2, x3 de consommation énergétique
On est sur ces ordres-là ou c'est plus fin que ça? Je pense qu'il n'y a pas de réponse aussi simple que ça. Même au sein d'une même techno, en fait, selon la façon dont on l'utilise, on peut faire du x10. Et voilà, c'est x10, c'est quand ça devient très significatif. Du coup, pendant le développement du projet, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions-là un peu, on va dire, stratégiques et préalables, pendant le développement du projet, qu'est-ce qui reste à faire? La première phase du développement, c'est pas le développement, c'est les études utilisateurs, c'est ce qu'on appelle l'UX, donc le User Experience. Voilà, voir des parcours utilisateurs, faire des tests avec des utilisateurs, savoir est-ce que les fonctionnalités qu'on a projetées vont être utilisées. Ou, en tout cas, on essaye de s'en assurer un maximum en amont, ne pas développer des choses qui servent à rien. Voilà, réfléchir à tout ça. Et donc après, pendant le développement, globalement, tout ce que je vais dire là, c'est pas des exclusivités du numérique responsable. C'est des choses qui existent déjà. Voilà, quand on suit beaucoup de bonnes pratiques du développement logiciel, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà. Donc, typiquement, quand on travaille en agile, c'est-à-dire on ne va pas avoir une début de produit et puis on ne revoit pas les utilisateurs ou les commanditaires jusqu'à la fin du projet. Voilà, nous en agile, on va éviter de faire ça. On va travailler de manière plus étroite avec le client sur des sprints, c'est ça, ce qu'on appelle Oui, c'est ça. Ça, c'est spécifiquement la méthode Scrum de faire des sprints. Mais bon, il y en a d'autres. Mais globalement, ce qu'on va rechercher, c'est être capable de réajuster au fur et à mesure du développement nos attentes, c'est ce qu'on s'imaginait, et d'être capable de changer de cap un peu en cours de route. C'est ça, éviter de produire un gros machin en chambre de mon côté, arriver face au client et se dire « Ah, zut, ça correspond pas à ce qu'on s'était dit », et donc du coup, tout mettre à la poubelle et recommencer. Ou c'est pire que ça, oui, ça correspond à ce qu'on s'était dit, mais c'est pas ce dont on a besoin en fait. Voilà. Est-ce que le cahier des charges évolue probablement pendant le projet? Et oui, tout à fait. Les besoins, soit par des facteurs extérieurs, il peut se passer d'autres choses, d'autres produits qui sortent, par exemple, ou des réglementations. Voilà, en fait, l'agilité, ça permet ça. Et ça permet aussi, nous, d'être capable de voir un petit peu nos choix techniques au fur et à mesure, de les adapter, de se poser régulièrement des questions, est-ce qu'on fait bien, de mesurer régulièrement aussi tout ce qu'on fait pendant le développement. On peut imaginer des tests d'affichage d'images, de pages, l'accessibilité par les utilisateurs, justement, faire des petits tests comme ça en cours de développement. C'est ça. Plutôt que de tout faire à la fin, on est mieux de le faire au fur et à mesure. Voilà, l'objectif. Il y a des outils qui existent, qui vont pouvoir nous dire, voilà, si je prends l'exemple d'un site web, sur ce site web-là, il a tel score parce que ici, il y a des grosses images où il met plus une seconde à s'afficher, où il y a plein de requêtes qui partent qui servent à rien. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'outils techniques pour ça. Ouais, qui permettent du coup d'associer encore une fois test d'usage et du coup empreinte environnementale, parce que souvent ça va de pair. On est en train de se dire ça. Voilà, c'est ça. Et il y a bien sûr aussi des outils pour l'accessibilité, ça il existe pour le coup encore plus. Voilà. Après, on va dire pour nous le premier outil facile d'accès qu'on va utiliser, ça va être Lighthouse de Chrome, par exemple. C'est un outil qui est intégré dans Chrome pour les développeurs. Et Chrome qui est le navigateur classique que tout le monde utilise. De tout le monde. Et il y a d'autres outils à côté de ça, on pourra en reparler si besoin, c'est pas le seul, mais on va dire c'est le plus accessible, le premier. Le premier screening, le premier test à faire pour s'assurer qu'au moins là on coche les bonnes cases. Émilie, post-développement du coup en phase d'exploitation, là aussi il y a encore plein de questions à se poser. Oui, on pourrait se dire que une fois que c'est fini, c'est bon, on arrête. Ça ne concerne plus moi éditeur, hop, c'est dans le main. Alors que non, on peut continuer à améliorer et à optimiser le produit qui est sorti. Et c'est là en plus tout l'intérêt du numérique, de l'amélioration continue, parce que finalement on est dans une phase d'amélioration continue. On va aller maintenir le produit pour qu'il continue à bien fonctionner. On va aller vérifier si ce qu'on a développé, ce qu'on a mis en place, c'est bien utilisé par les utilisateurs. Sinon, on va justement aller rectifier à ce niveau-là. On peut aussi penser à la fin de vie des fonctionnalités. Une fonctionnalité qui finalement est peu ou pas utilisée ou qui devient native dans certains systèmes,
pourquoi Ouais, est-ce l'iPhone, pour prendre cet exemple-là, Ouais. qui réintègre certaines fonctionnalités que vous aviez dû développer historiquement parce que. Mais là, du coup, il y a cet enjeu de compatibilité, j'imagine, avec certaines versions d'iPhone. Donc, il faut aussi penser à ce qu'on se disait en introduction sur Oui. la capacité à maintenir un usage, même si je ne renouvelle pas mon iPhone. Moi, j'ai un iPhone SE. Et pour l'instant, ça va. Mais j'imagine que toutes les applications ne sont pas encore compatibles. Oui, Voilà. oui, c'est ça qui est important aussi de voir quand on conçoit une application, c'est de se dire bon, il faut que mon application elle soit au maximum compatible avec le maximum de matériel pour éviter aussi que les gens changent de téléphone juste parce qu'il y a des applications qui fonctionnent plus. Donc, Si on reprend les 3 U que nous évoquait Denis Didier, donc utilité, utilisable, utilisé, et qu'on prend l'exemple, parce que c'est celui qu'on a sous la main de My Green Training Box, je reste avec toi, Émilie. Est-ce que tu peux nous illustrer, du coup, comment vous êtes posé ces questions-là de l'utilité avec ce projet de refonte de la plateforme? oui, on peut prendre l'exemple d'une fonctionnalité qu'on a travaillée, qui est intégrée dans My Green Training Box, qui est le mode hors ligne. Donc pour vous remettre un peu en contexte, donc My Green Training Box propose des formations qui sont découpées en modules et chaque module propose différents formats, du texte, de l'audio ou de la vidéo. Et les utilisateurs ont la possibilité de sélectionner les modules qu'ils ont envie d'avoir en hors ligne, donc sans connexion Internet ou réseau 4G, 5G. Donc si on en revient à nos 3 U, le premier U, c'est l'utilité. Donc, en quoi, on s'est posé la question, en quoi ça pourrait être utile d'avoir un mode hors ligne. Et en fait, ça répond à un besoin de plusieurs utilisateurs cibles de My Green Training Box qui peuvent, par exemple, être souvent en déplacement, donc pas toujours un accès stable à un réseau. On a tous testé le Wi-Fi du train et parfois, c'est pas terrible. Voilà, par exemple. Et on peut aussi avoir des utilisateurs qui sont en zone blanche, donc qui n'ont pas forcément un accès aussi stable sur le réseau. On pense à des agriculteurs, par exemple, qui sont dans leur tracteur et qui pourraient vouloir écouter un podcast proposé par My Green Training Box en faisant les semis. Par exemple, oui. Donc la possibilité de mettre différents contenus en hors ligne, ça leur permet d'y avoir accès quand ils veulent, où ils veulent, donc ça répond à un besoin. Et en plus, ils vont pouvoir mettre ce contenu de côté en utilisant par exemple un réseau fixe, le Wi-Fi par exemple, ce qui va aussi être moins énergivore que d'utiliser la 4G ou la 5G. Donc ça, c'est pour la partie utilité. On peut se poser la question de est-ce que c'est utilisable Oui. Du coup, si on garde le même exemple, du coup. Alors, côté utilisabilité, donc l'utilisabilité, c'est la capacité du système à être facilement utilisé par une personne, par l'utilisateur. Et on va faire en sorte que l'utilisateur puisse rapidement et facilement avoir accès à ce qu'il recherche, qu'il puisse actionner facilement les choses et qu'il arrive à son objectif. Donc pour ça, nous, ce qu'on a travaillé, c'est des parcours utilisateurs. Donc justement, par exemple, par rapport à cette fonctionnalité, on a dessiné des chemins, les chemins que va emprunter l'utilisateur dans l'interface pour arriver jusqu'à cette fonctionnalité mode hors ligne, et même en utilisant le mode hors ligne, quel chemin est-ce qu'il va emprunter pour mettre de côté ses contenus. Et j'imagine que ça ne s'appelle pas forcément mode hors ligne, ou si? Si, ouais, parce que justement, ces parcours-là, on les a modélisés en maquettes, et ces maquettes-là, pour vérifier si ce qu'on a fait, c'est bien utilisable, on a fait des tests avec des utilisateurs. Et que les gens comprennent ce que ça veut dire mode hors ligne et qu'ils le retrouvent dans mes téléchargements, j'imagine. Voilà, justement, je crois qu'au début, on avait hésité à mettre mes téléchargements, mais on s'est rendu compte que mes téléchargements, ça pouvait porter une ambiguïté pour certains. Ça pouvait prêter à confusion. Voilà, donc on a pris mode hors ligne et les gens comprenaient de quoi il s'agissait. Parfait. Et Valentin, du coup, comment on s'assure une fois que c'est utile, que c'est utilisable, que c'est utilisé? Alors, il y a plusieurs types de métriques. Donc là l'objectif, ça va être de mesurer l'utilisation sur la plateforme. Donc, je dirais qu'il y a un petit peu trois façons principales. Déjà, regarder les données qu'on a, nous. Il y a combien de personnes se sont créées, se sont téléchargées, et ça, on l'a en données, on peut le voir. Il y a d'autres métriques vous avez peut-être tous entendu parler de Google Analytics ou équivalents qui sont plus libres et plus respectueux aussi.
Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place, qu'on va plutôt essayer de mettre en place de manière ponctuelle pour faire des campagnes, plutôt que de le laisser activer en permanence, typiquement. La dernière grande catégorie, c'est de refaire des tests utilisateurs avec des vrais gens et de leur demander... Des vrais gens. Des vrais gens. Comment est-ce qu'ils utilisent... Et en face à face même, peut-être. Oui, ça. Peut-être même. Peut-être. Possiblement. Voilà, donc c'est tout ça qui doit nous dire un petit peu pour la suite comment est-ce qu'on adapte. On ne fait jamais parfaitement du premier coup. On peut faire autant de tests utilisateurs en amont qu'on veut. Il y aura toujours des choses à adapter, toujours des choses où on pensait que les gens l'utilisaient de cette façon et en fait non. Donc ce suivi il est important. J'ai encore une question pour vous, mais avant ça, on va la garder pour la fin. Ce sera un peu le mot de la fin de cette table ronde. On va demander à la salle s'ils ont une question pour vous. J'allais dire, est-ce que aujourd'hui, au niveau justement du développement des labels numériques responsables, il y a une vraie tendance au niveau des entreprises, un vrai intérêt pour ce genre de label, ou ça reste encore quelque chose de restreint dans l'entreprise? Est-ce que le numérique responsable fait le buzz, ou est-ce que c'est encore un peu confidentiel? Là, je pense que c'est un point de vue subjectif qu'on peut donner. Moi, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, en tout cas. Voilà. Alors ensuite, quelles sont les vraies intentions derrière? Est-ce que c'est purement marketing ou est-ce qu'il y a de la vraie envie derrière? Je ne sais pas. Et finalement, au pire, on s'en fout, tant que ça va dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Voilà, en tout cas, moi, j'ai l'impression, c'est peut-être parce que je suis dedans, mais que oui, ça se développe pas mal. Vous sentez une traction marché, on va dire, on vient vous chercher pour ça. Émilie, de ton côté, est-ce que tu as des questionnements de tes clients sur cette question qui sont plus récurrents? Ou est-ce que, encore une fois, My Green Training Box, c'est un peu l'ovni dans l'univers de la production de logiciels? On ne vient pas forcément nous chercher précisément pour ça, mais dès qu'on commence à en parler, on va quand même avoir une phase de sensibilisation et il y a un intérêt quand même qui va naître parce que au-delà du NR, on parle aussi beaucoup en ce moment de RSE. Ouais. Et la démarche NR peut s'apparenter à s'inscrit en tout cas dans une politique dans cette globale de RSE, en plus avec un cadre réglementaire qui se durcit un peu. Pour conclure le mot de la fin, quels sont les grands enseignements que vous tirez, notamment du projet My Green Training Box, mais en termes de formation numérique responsable, si on revient un peu sur le cœur du sujet et le cœur de la matinée? Valentin, pour démarrer? Alors déjà, nous, effectivement, on est un petit peu écarté du domaine de l'information à la base, donc des enseignements, on en a eu beaucoup pour nous, mais qui ne sont peut-être pas des nouveautés pour vous. Mais on va dire en lien avec notre métier, en tout cas, typiquement, il y a le fait d'avoir plusieurs types de contenus, d'avoir du texte, de l'audio, de la vidéo, et chacun avec un petit peu une cible différente et un usage un petit peu différent. Et finalement, packager tout ça sur une interface qui soit assez simple, parce que le but, c'est que les gens soient là pour se former et pas se former à l'outil qui les forme aussi. Ouais, donc pédagogie et ergonomie, là vont de pair. Émilie, un autre enseignement? Oui, aussi peut-être on peut parler de certaines choses qu'on a intégrées dans cet outil-là. Par exemple, l'utilisateur, l'apprenant, va pouvoir suivre sa progression tout au long de la formation. Et ça nous semblait finalement important et utile parce que ça permet à l'apprenant de se situer aussi dans une formation et dans un parcours dans lequel il est. Et également, on a intégré de la ludification. Donc, alors là, il faut nous expliquer ce terme-là. Ludification, pour rendre l'application ludique dans son usage. Ah, de la ludification. Oui, ludification, oui. Et c'est aussi pour l'encourager. Les apprenants, on peut aussi les encourager à terminer une formation, à les booster par des messages quand ils ont réussi un QCM ou quoi. C'est aussi quelque chose qui permet de rendre l'application plus fluide. Créer l'émulation, on va dire. Oui. Valentin, tu le disais, il y a beaucoup de contenu. Est-ce que du coup, on peut imaginer quand même beaucoup de contenu et sobriété? Ça paraît un peu contradictoire. Voilà, là, il faut remettre en relation entre la sobriété pure et la valeur ajoutée. Donc, voilà, typiquement, ce qui va prendre le plus de poids, là, c'est les vidéos, de loin. Déjà, il y a eu un gros travail de fait,
pas de notre côté sur l'optimisation de ces vidéos, côté My Game Training Box. En termes de poids, d'usage, de qualité, de résolution, j'imagine c'est ça dont on parle. C'est ça. Et donc nous aussi, on a fait des choix techniques sur la plateforme de diffuser, de pas de diffuser de 4K l'Ultra ou HD, de Full qui ne servent pas à HD, grand-chose. voilà, des choses comme ça. Donc on se cantonne à une certaine résolution. Et voilà, Et c'est voilà. déjà pas mal. Donc on peut imaginer quand même que, voilà, que dans le contenu soit riche, mais que le format soit un peu light. C'est un peu ça l'idée aussi avec ces vidéos-là. Ouais. Oui. Et donc encore une fois, je le redis parce que je trouvais que c'était intéressant. Moi, ce que je retiens aussi de ce que vous nous dites, c'est cette alliance entre pédagogie, ergonomie, sobriété. Tout ça n'est pas forcément incompatible, loin de là. Oui, Tu et vois, d'ailleurs, ça me faisait juste penser que tout à l'heure, j'ai entendu parcours pédagogique pour construire une formation. Nous, on a aussi quelque part les parcours utilisateurs, l'ergonomie, pour construire une expérience globale dans une application. Merci à tous les deux. On peut les applaudir pour cette première table ronde. Merci. Merci.